Donc Bernard Friot, là, vous sortez un petit livre qui s'intitule Prenons le pouvoir sur nos retraites et qui justement nous éclaire autrement sur la bataille actuelle autour du système des retraites. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, faut-il, oui ou non, réformer le système actuel de retraite? Il faut effectivement supprimer la condition d'activité. Lorsque Croizat met en place le régime général de sécurité sociale en 1946, il copie le régime de pension de la fonction publique, tout comme d'ailleurs Marcel Paul le fera pour les électriciens et gaziers aussi à la même époque, en juin 1946. Ce statut de la fonction publique, Thorez, nous sommes troisième ministre communiste, c'est quand même les ministres communistes de 1946 qui ont fait tout ce boulot-là énorme. Thorez qui fait donc voter le statut de la fonction publique en octobre 1946. Ce régime de la fonction publique, c'est un régime de continuation. La pension, c'est la continuation du meilleur salaire, puisque la fonction publique se caractérise par le fait que la qualification est attachée à la personne. On a un grade, le fonctionnaire il a un grade. Ce n'est pas son poste qui est qualifié. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. C'est sa personne qui est qualifiée. Alors que dans le privé, la convention collective qualifie des postes. Un salarié du privé n'est jamais payé pour lui, il est payé pour son poste. Et comme la qualification personnelle ne s'éteint pas avec la fin du service, je sais pas quoi, un professeur certifié reste professeur certifié jusqu'à sa mort, ou un colonel jusqu'à sa mort, parce que le mot grade, c'est un mot qui vient de la... Initialement, tout ça vient de l'armée. Eh bien, il continue à être payé, puisque c'est sa qualification personnelle qui fonde son salaire. Donc il continue à être payé, c'est la poursuite du dernier salaire, qui par définition est le meilleur, puisque la qualification peut stagner, mais elle ne peut pas baisser, elle ne peut que progresser au cours de la vie professionnelle dans la fonction publique. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Croizat va transposer la même chose pour les salariés du régime général, donc les salariés du privé, en posant que la pension, c'est un salaire de référence qui est continué. Alors continué en fonction du nombre d'années de travail validé. Alors c'est là qu'il y a un progrès à faire. La pension doit évidemment rester un salaire continué, sans qu'aucun compte soit tenu des cotisations. C'est le cas aujourd'hui. Il y a le régime général, le régime des fonctionnaires, aucun compte n'est tenu des cotisations. C'est le salaire de référence qui est l'essentiel. Mais il faut supprimer la condition d'activité. Ça, c'est vraiment une réforme essentielle à faire, pour bien poser que le droit au salaire, qui a été donc du coup complètement déconnecté de l'activité productive, puisque un retraité reçoit un salaire quelle que soit son activité productive. De même qu'un fonctionnaire reçoit un salaire quelle que soit son activité productive. Ce n'est pas l'activité qui est payée, c'est la personne même à travers sa qualification. D'ailleurs, les fonctionnaires pendant le confinement, ils ont conservé 100% de leur salaire. Eh bien, pour assumer cette grande nouveauté de la dissociation entre l'activité productive, qui est absolument nécessaire bien sûr, et le droit au salaire, pour faire du salaire non plus le résultat d'une activité productive, ce qu'il est dans le capitalisme, et on comprend pourquoi. Dans le capitalisme, pourquoi est-ce que le salaire c'est le résultat d'une activité productive? Parce que l'activité productive, nous n'en sommes pas maîtres, ce n'est pas nous qui décidons. Alors pour que nous allions quand même au boulot, bien que ce ne soit pas nous qui décidions, le salaire est suspendu au fait qu'on ait fait l'activité qui met en valeur du capital. Donc le salaire c'est un résultat qui arrive après. On est payé après l'activité, alors que aller au bout de cette mutation qui dissocie le salaire de l'activité, c'est ne plus conditionner du tout le salaire par un travail préalable, et donc supprimer la condition d'activité, c'est certainement la réforme
la plus importante qu'il faut faire pour la pension. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette interview. Et du coup, si je posais la question de savoir s'il faut réformer ou non aujourd'hui le système des retraites, c'est parce qu'on entend bien d'ailleurs en ce moment avec la mobilisation actuelle, on entend partout l'idée qu'il faudrait vraiment sauver notre système de retraite. Parce que on dit ouais, il reposerait sur la solidarité intergénérationnelle, donc on nous met cette idée de solidarité intergénérationnelle comme une belle idée à sauver, avec ce principe qui est a priori assez logique, c'est dire j'ai cotisé pour ma retraite, et vous nous dites non, en fait la retraite n'est pas la contrepartie des cotisations passées. Ah ben ça c'est un fait, hein. Justement c'est le geste que pose Croizat, hein. Il supprime le lien entre cotisation et pension, il n'y a plus de lien du tout. Certes, ce sont des cotisations qui financent la totalité des pensions, mais chaque pension est calculée en fonction d'un salaire de référence, pas du tout en fonction des cotisations de l'intéressé, pas du tout, hein. C'est la riposte patronale au geste communiste de 1946 qui, en 1947, a créé un régime complémentaire pour les cadres fondé sur les j'ai cotisé, j'ai droit. Alors toutes les cotisations de carrière sont comptabilisées dans un compte de points parce qu'on transforme les cotisations en points. Et puis ensuite, la pension, elle va dépendre du poids cumulé et de la valeur cumulée de ces points. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune référence au salaire. Là, on n'est pas dans du salaire, on est dans du différé de cotisation. Et là, évidemment, nous sommes dans la posture capitaliste, hein, puisqu'il s'agit bien de remettre le salaire dans le rail de l'activité. C'est l'activité validant du capital qui fonde le droit au salaire. Je ne consomme pas tout mon salaire pendant que je suis en activité validée comme productive. Je suis solidaire à travers ma cotisation et donc je dois bénéficier de la solidarité des actifs actuels lorsque je ne suis plus, je n'ai plus droit au salaire, hein, parce que je n'ai plus d'activité validée comme du travail sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. Là, on est en pleine logique capitaliste, hein. La solidarité intergénérationnelle, c'est véritablement une thématique capitaliste. Le j'ai cotisé, j'ai droit, c'est une thématique capitaliste. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui est fait actuellement par le gouvernement, même si je pense que c'est un amalgame qui est fait déjà depuis longtemps, en portant tout le débat actuellement sur le financement des retraites, en nous disant finalement les gens ne cotisent pas assez, en insistant là-dessus, est-ce que finalement on n'arrive pas à faire un amalgame entre cette question justement du financement par les cotisations et la nature même du système des retraites? Est-ce que c'est pas une sorte d'enfumage en fait qu'on nous fait? Ah bah, qui est enfumage, ça c'est assez classique, hein. Et le problème c'est que nous y adhérons en fait en réalité, hein. Il y a une croyance, hein, dans le fait que le salaire ne peut être que le résultat d'une production de valeur préalable, et une croyance dans le fait que les retraités ne produisent aucune valeur, et donc il faut bien qu'il y ait des actifs qui produisent à leur place en ne dépensant pas tout leur salaire pour en mettre au pot commun. Ça, ce sont des croyances religieuses, hein, totalement aliénées, qui font passer pour normale la normalité capitaliste, hein. La normalité capitaliste, ça consiste à pratiquer le salaire comme la récompense d'un travail préalable. Récompense pourquoi? Parce que le travail, c'est un truc chiant. Voilà. Et c'est toute la thématique de la valeur travail, hein. Il ne faut pas du tout confondre cette thématique-là avec la proposition totalement révolutionnaire pour le coup, et que la classe dirigeante combat avec une grande force: seul le travail produit de la valeur. Ça c'est clair. La valeur travail, c'est autre chose. Le mot valeur, là, il n'a pas sens économique, comme quand on dit seul le travail produit la valeur qui fait le PIB. Il a un sens moral, hein. Le travail, c'est un truc aliéné, c'est un truc où on ne décide pas, hein, mais par nature. Alors qu'en fait, non, c'est la bourgeoisie qui nous impose de travailler sans que nous décidions. On ne décide pas de l'investissement, on ne décide pas des lieux où on travaille, on ne décide pas du contenu du travail, on ne décide pas de qui travaille, on ne décide pas dans quels accords internationaux s'inscrit le travail, enfin, etc. On ne décide de rien en matière de travail. Et donc, du coup, c'est une source de souffrance quand on ne décide rien, surtout quand on a la conscience
que le travail tel que la bourgeoisie le décide est en train de nous mener dans un mur écologique absolu. Donc il y a une souffrance au travail aujourd'hui, et une telle souffrance mérite salaire. Hein. C'est ça la valeur travail. C'est rendre naturel le fait que le travail, c'est pas nous qui décidons. Du coup, c'est une source de mérite. Et je mérite de gagner ma vie par mon travail. Là, on est dans l'aliénation absolue. Et puis le salopard d'un locataire à côté, là, il ne mérite pas. Et plus nous souffrons au travail, plus notre salaire ne reconnaît que fort mal le travail que nous faisons, plus nous sommes attachés à cette fable capitaliste, cette croyance qui veut que le travail ce soit un truc difficile, source de souffrance et qui nous rend méritants. Plus nous sommes attachés à une forme de rejet de situations où la ressource n'est pas fondée sur le travail. Alors que la grande conquête du XXe siècle, vous voyez, c'est justement d'avoir dissocié le salaire de l'activité. On l'a très bien vu pendant le confinement. Tous ceux qui avaient un salaire à la qualification de la convention collective, avec un CDI, ils ont eu 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Le salaire tel que nous l'avons construit sur un mode anticapitaliste au XXe siècle, et pour cela que le patronat est tellement attaché à en finir, avec ce salaire à la qualification, c'est quelque chose qui ne reconnaît pas du tout une activité préalable. La preuve, on l'a très bien vu pendant le confinement. C'est quelque chose qui est attaché à la qualification d'un poste. Et puis, s'agissant de la fonction publique, c'est encore plus évident. S'agissant des retraités, c'est encore plus évident. Là, on a un salaire qui est attaché non pas à la qualification du poste, mais à la qualification de la personne. Et là, ma foi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, les retraités ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement. Là, là on est dans un salaire communiste, d'accord ? On est passé du salaire capitaliste, qui est la rémunération à l'acte, hein. Puisque c'est pas moi qui décide, eh bien, le capitaliste m'impose de n'être payé qu'après l'acte qui met en valeur son capital, et puis je l'accepte. J'appelle ça la valeur travail. C'est ça la religion, hein. C'est quand on accepte une aliénation. Et qu'on va imputer à d'autres d'être des tricheurs qui vivent d'allocations. Alors que précisément, le chômage, c'est une énorme conquête. C'est le droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Ça continue, c'est exactement la même conquête que la retraite, hein. C'est le fait d'attribuer à la personne un salaire et non pas à une activité productive qu'il a posée. C'est de sortir nos vies de la subordination à une activité imposée. La retraite, c'est le salaire de la libre activité. C'est pour ça qu'il y a du bonheur en retraite. Et du coup, c'est ça justement, parce qu'on voit bien que les gouvernements successifs, ils veulent tous réformer, faire une réforme des retraites, alors que c'est totalement impopulaire, parce que ça met tout le temps à chaque fois des millions de gens dans la rue. Et du coup, on voit bien que, en fait, c'est ça, c'est que le patronat veut totalement effacer cette idée du salaire à la personne, quoi. Le patronat veut absolument nous instituer contre le salaire lié à la personne et non pas à l'activité productive. Il veut absolument, d'une part, transformer la pension de salaire continué en revenu différé de cotisation. Ça, c'est ce qu'il fait vraiment depuis 87, depuis les réformes, hein. Et puis, deuxièmement, il prétend que les retraités ne travaillent pas, hein. Il prétend qu'ils sont utiles mais improductifs. Mais alors, si les opposants à la réforme ne sont pas sur la poursuite de la conquête, c'est-à-dire mais étendons à tout le monde le salaire comme un droit de la personne, et qui est la condition
du travail, et non pas la condition d'un travail libre, hein, et non pas la récompense d'un travail aliéné. Hein. Le salaire capitaliste, c'est la récompense d'un travail aliéné qui vient après ce travail aliéné, alors qu'il s'agit de passer au salaire communiste, qui est un droit de la personne, qui est la condition, qui est le préalable d'un travail libre. Hein. Non pas résultat d'un travail aliéné, qui arrive après que l'acte ait été posé, mais préalable d'un travail libre, qui est la condition pour que nous soyons librement au travail. Et justement, je voulais justement aborder avec vous aussi les oppositions justement à la réforme des retraites, puisqu'on voit bien que les réformes se multiplient, mais vous le dites aussi dans votre nouveau petit livre, Prenons le pouvoir sur nos retraites, vous dites que les défaites aussi se multiplient, les défaites des opposants aussi se multiplient. Et du coup, j'avais envie de vous demander comment est-ce qu'on peut expliquer ces défaites? Mon intervention, c'est effectivement pour qu'on gagne, hein, bien sûr. Hein. Si j'essaye de faire le bilan de 35 ans de défaites, parce qu'il faut que ce bilan n'est pas fait. Hein. Aucune organisation syndicale et politique aujourd'hui n'a dressé le bilan de 35 ans de défaites. Hein. Sauf à dire ils sont forts en face, ou je sais pas quoi, des machins comme ça, mais qui n'expliquent rien. Hein. Qu'est-ce qui, dans nos mots d'ordre, effectivement, est problématique? Si nous voulons encore une fois être à la hauteur de la contre-révolution capitaliste, parce qu'il s'agit d'une contre-révolution capitaliste, il faut que nous allions plus loin que ce que les communistes de 1946 ont mis en place. C'est ça que l'enjeu. Et aller plus loin que ce qu'ont fait Marcel Paul, Maurice Thorez ou Ambroise Croizat, c'est, encore une fois, généraliser de 18 ans à la mort le salaire comme droit politique de la personne et comme le salaire comme condition de la souveraineté sur le travail. Comment voulez-vous être souverain sur votre travail si votre salaire dépend de l'activité subordonnée à laquelle vous êtes contraint? S'il dépend de cette activité, vous allez faire cette activité dans la souffrance, mais vous allez la faire. Et nous ne sortirons jamais de la passe écologique. Hein. Faire la rupture écologique, ça suppose que les droits salariaux dépendent de la personne et non pas du contrat de travail. Ça, c'est vraiment fondamental. Hein. Ne plus faire dépendre le salaire du contrat de travail. Il faut des contrats de travail. Ça protège les personnes contre l'arbitraire de l'entreprise. Il faut des contrats de travail. Mais ces contrats de travail ne doivent en aucun cas être le support des droits. Le support des droits, ça doit être la personne même. Et donc, de fait, si les opposants à la réforme perdent depuis 35 ans, puisque la réforme démarre en 87, hein, je le montre bien dans le petit bouquin, alors même qu'ils ont l'opinion publique avec eux, hein, si des gouvernements de gauche comme de droite, depuis 35 ans, mènent cette contre-révolution capitaliste contre une opinion qui est défavorable, c'est parce que les opposants à la réforme, finalement, ne généralisent pas, n'actualisent pas les conquis de 1946 et sont sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire les retraités sont libérés du travail, ils ne travaillent pas, vivement la retraite, alors qu'il s'agit au contraire de faire du travail, de 18 ans à notre mort, un lieu de liberté, le lieu de la liberté, avec des travailleurs qui ont un salaire qui ne dépend pas de leur travail précisément, mais qui est un attribut de leur personne. De même que comme citoyens, nous avons un droit de vote qui ne dépend pas de nos capacités citoyennes. C'est un droit de la personne qui nous postule comme en capacité de la chose publique. Eh bien le salaire, c'est un droit de la personne qui nous postule comme en capacité de la production de valeur. C'est être à l'offensive dans le respect des conquis précédents. C'est ça qui est très important. C'est pas être à l'offensive comme ça sur la base d'une idée. C'est honorer. C'est être à la hauteur des communistes de 1946 qui conquièrent cette dissociation fondamentale du salaire et du contrat de travail, du salaire et de l'activité mesurée comme productive pour l'attacher à la personne.
comment on peut expliquer aujourd'hui que les organisations syndicales sont pas justement sont pas dans cette revendication, on va dire, offensive Mais parce que nous ne sommes pas dans une société laïque, hein. Nous sommes dans une société dans laquelle il y a une religion d'État, et comme toute religion d'État, chacun participe à la croyance, sauf exception, dans les dogmes de la religion d'État, hein. Actuellement, l'État, pour prendre les termes de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, l'État actuellement reconnaît et subventionne l'Église principale présente dans notre pays, c'est-à-dire l'Église capitaliste, hein. L'Église capitaliste est au cœur de l'État, hein. C'est une Église avec ses grands prêtres, ses dogmes, ses cérémonies, enfin, etc. Et les dogmes sont finalement partagés par ceux qui sont victimes pourtant de cette Église. C'est le propre de toute Église, hein, c'est de nous enfermer dans des croyances qui nous aliènent, mais auxquelles nous sommes attachés, hein. Et donc, on est attaché à la valeur travail, on est attaché au fait que le salaire, ça se mérite par un travail préalable. On est incapable de lire la nouveauté telle qu'elle a été construite pourtant en 1946 et que nous nous obstinons à ne pas voir, attachés que nous sommes au dogme capitaliste que on a droit au salaire qu'après l'avoir mérité par du travail. Ce dogme capitaliste qui rend naturelle la subordination au travail. Alors pour aborder du coup le dernier aspect de votre ouvrage que je trouve vraiment très stimulant, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui enfin gagner justement la bataille des retraites et sortir de cette posture défensive dans laquelle le mouvement social finalement se retrouve, on a l'impression, à chaque nouvelle annonce de réforme, quoi, ou de contre-réforme capitaliste? Il faut partir de cette réalité massive. Lorsque les communistes créent cette dissociation entre droit au salaire et activité productive validée, pour attacher le salaire à la personne, à ce très grand mouvement de 1946, lorsqu'ils font cela, ça ne concerne qu'une toute petite minorité, hein. Ça concerne 500 000 fonctionnaires. La loi Torres d'octobre 1946, ça va finalement concerner 500 000 personnes. Le régime général de sécurité sociale, c'est encore rien, pratiquement, hein. Il y a quelques cadres, mais prenez encore en 1974, vous n'avez que 4 millions de pensionnés du régime général. Aujourd'hui, vous avez 5,5 millions de fonctionnaires. Vous avez 15 millions de pensionnés du régime général. Nous avons une expérience massive, mais vraiment massive, du bonheur qu'il y a à être titulaire de son salaire. Ça, c'est une expérience massive. Et donc, la riposte à la contre-révolution capitaliste, c'est de s'appuyer sur ce bonheur pour le généraliser, hein. Mais ça suppose donc que le cordon sanitaire qu'a établi la classe dirigeante entre les fonctionnaires et les retraités, alors pas tous, hein, parce qu'il y a 17 millions de retraités, mais il y en a à peu près que 8 à 9, dont la pension c'est du salaire, hein, c'est-à-dire dont la pension est supérieure au SMIC, si elle n'est pas supérieure au SMIC, c'est pas du salaire, et dont la pension est à 75 à 100% du salaire de référence. Ça fait surtout des hommes d'ailleurs, hein, mais c'est quand même le groupe le plus nombreux, hein. Actuellement, j'ai fait le compte, à peu près, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à la personne. Il faut passer à 100%, évidemment, c'est tout à fait évident. Mais la classe dirigeante a mis un cordon sanitaire entre ceux qui bénéficient déjà d'un salaire à la personne et ceux qui, pour le moment, sont encore victimes d'un salaire résultat d'un travail aliéné. Et ce cordon sanitaire, c'est ah mais non, ces gens-là ne produisent pas, ils sont utiles. Les fonctionnaires, c'est de la dépense publique, dépenses de santé, dépenses d'éducation. Chaque fois que dans un tract, dans un de nos tracts, nous disons dépenses de santé, nous sommes absolument aliénés à la religion capitaliste, hein. Dès lors qu'un salaire est attaché à la personne ne travaille pas, hein. Ça,
Et nous y croyons. Hein. La plupart des fonctionnaires pensent que c'est la valeur créée par les autres, à travers les impôts, qui les finance. Ils sont absolument convaincus de ça. Ils s'estiment très utiles, mais non productifs. C'est terrible. Il y a une adhésion à la religion capitaliste qui est absolument fondamentale. Et idem pour les retraités. Les retraités, c'est des gens utiles, mais non productifs. Hein. D'où cette foutue saloperie de la thématique de la solidarité intergénérationnelle. Il faut bien que les actifs financent ces gens utiles, d'accord, mais pas productifs, d'accord. Alors que dans la réalité, mais le travail, il y a un collectif de travail. Le travail, c'est un travail dans lequel on ne peut pas imputer à chacun sa contribution sous forme de salaire. C'est une illusion, c'est une illusion. Il faut me démontrer que Arnaud contribue 1000 fois plus que moi à la production de valeur. Hein, ça, il faudra vraiment me le montrer. Mais même quand le rapport est de 1 à 3 ou 4, il faut me prouver que ceux qui gagnent 4 fois plus contribuent 4 fois plus à la production de valeur. Tout ça, c'est de la blague, d'accord? C'est encore notre adhésion à tout cela relève de la pensée religieuse. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que, je l'ai énoncé ça il y a 25 ans dans Puissance du salariat, qui est maintenant en poche, donc on peut se le procurer, c'est un point seuil. Vous faites allusion très justement à mon bouquin Prenons le pouvoir sur la retraite, qui est le tout dernier, mais le tout premier, c'est Puissance du salariat, il y a 25 ans, et je commence bien à dire ça, les travailleurs, c'est un travailleur collectif. On ne peut pas... Nous sommes entièrement dépendants les uns des autres. Et les retraités contribuent, mais de façon considérable à la production, évidemment. Sauf qu'ils sont cantonnés dans la marge du milieu associatif. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les salariés qui sont encore subordonnés, parce qu'ils vont les contaminer. Ça fait une contamination communiste. Non, il faut un cordon sanitaire. Ils sont bénévoles. Ils ne sont pas payés. Mais bien sûr que si qu'ils sont payés. En général, d'ailleurs, les retraités sont beaucoup mieux payés que les salariés des associations dans lesquelles ils travaillent. Parce que les associations sont très gourmandes de volontaires de service civique et toutes les saloperies qui ont été inventées pour ne pas payer les jeunes, en insertion, comme on dit. Hein. Donc, il y a un cordon sanitaire qui est établi entre les retraités qui sont bénéficiaires d'un salaire communiste et puis les autres qui n'en sont pas encore bénéficiaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la retraite se soit beaucoup plus tôt, à 50 ans. Hein. Et ça ne signifie pas la fin du travail, comme on nous le raconte aujourd'hui, que ce soit le début d'une responsabilité, que les retraités à 50 ans deviennent titulaires de leur salaire, que ce salaire soit porté au salaire moyen, parce qu'à 50 ans, ça paraît assez normal d'avoir le salaire moyen, donc que le minimum de la pension, ce soit 2500 €, qui est le salaire moyen aujourd'hui, le maximum 5000, parce qu'il faut absolument en finir avec les salaires supérieurs à 5000 € par mois. Ce sont des salaires scandaleux qui servent à rien du tout quand emmerder le monde. Donc il faut absolument réduire les hiérarchies des salaires. Du coup, après 50 ans, les hiérarchies de salaires seraient de 1 à 2, entre 2500 et 5000 €. Et puis ces retraités titulaires de leur salaire sont également, il faut aussi qu'ils soient inlicenciables. Parce qu'aujourd'hui, à partir de 50 ans, on entre dans les seniors. Hein, et les seniors, le management les marginalise progressivement. Hein, ils n'ont plus droit à la formation, c'est les premiers licenciés en cas de PSE, ils sont invités à devenir auto-entrepreneurs, c'est à eux qu'on impose les CDD, exactement comme les jeunes en insertion. Il y a une totale symétrie entre les seniors et les jeunes en insertion. C'est des gens qui n'accèdent pas au statut de salariés tel qu'il a été conquis au XXe siècle. Et donc, il s'agit de supprimer les seniors. Supprimer les seniors, c'est en faire des retraités dès 50 ans. Mais retraités, ça ne veut plus dire fin du travail, d'accord? Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, mais c'est dans nos têtes que cela est. Hein. Ça veut dire que ces retraités, évidemment, restent dans leur entreprise, ou changent d'entreprise, ils le peuvent, maintenant qu'ils sont titulaires de leur salaire. S'ils font suer, ils en changent. Mais s'ils estiment qu'ils ont des choses à faire, ils restent dans leur entreprise. Ils sont non licenciables. Là, on sort complètement de la marginalisation
des seniors telle qu'elle s'opère depuis une cinquantaine d'années, et puis avec cette double caractéristique, titulaires de leur salaire et non licenciables, ils ont une responsabilité qui va les enthousiasmer. Ils sont responsables de l'autogestion, responsables de l'auto-organisation des salariés contre les directions, responsables de la production des programmes scolaires contre le ministère Blanquer et successeurs, responsable de la définition de ce qui va être fait lors des visites des agriculteurs si on est dans une chambre d'agriculture et des visites qui seront contre la diffusion des produits bailleurs, enfin, et de tout ce à quoi servent les chambres d'agriculture aujourd'hui, qui sont au service de l'agrobusiness. Ben non, les salariés de chambres d'agriculture, retraités, en capacité de s'opposer aux directions, puisqu'inlicenciables et titulaires de leur salaire, qui en ont ras-le-bol aujourd'hui d'être au service de l'agrobusiness, ils vont enfin faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire être au service d'une agriculture responsable. Du coup, gagner la bataille des retraites, aujourd'hui, ça veut dire étendre en gros cette logique du salariat des retraités qui est liée à la personne, de l'étendre à tout à chacun. Bien sûr, là, on est sur la retraite, donc je préconise 50 ans parce que c'est là que les seniors démarrent et il faut absolument en finir avec les seniors. Mais il y aura bientôt, à coup sûr, un conflit qui va s'ouvrir sur la hausse des frais d'inscription à l'université, qui va être compensé par des prêts aux étudiants, sur le modèle anglais. C'est ce modèle-là qui est actuellement dans les starting blocks de la conférence des problèmes de l'université, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, nous mènerons la bataille pour le salaire à 18 ans, bien sûr. Tout à l'heure aussi, vous disiez pour les retraités que ce qui a été mis en place en 1946, justement, il fallait l'améliorer. Est-ce que vous pouvez préciser L'améliorer, encore une fois, au sens qu'en 1946, quand Croizat pose ce geste considérable, qui est vraiment révolutionnaire, de dissocier le salaire de l'activité, d'attribuer la qualification à la personne et non plus à son poste, il conserve quand même une vieille idée capitaliste, ce salaire, ça se mérite. Et donc, il maintient une condition d'activité, qui à l'époque de 120 trimestres, enfin qu'importe, à l'époque c'était 120 trimestres, mais il maintient une condition d'activité. Ça, on est encore dans... Mais c'est normal, un acte révolutionnaire, il n'est pas accompli comme ça, tout entier. Il doit être encore amplifié plus tard, au vu des bénéfices tirés de cet acte, enfin, etc. Et donc, il faut supprimer la condition d'activité, bien sûr. Et non pas, comme on le dit aujourd'hui, revenir aux 37 ans et demi, ou bien inclure les années d'études dans les annuités. Enfin, tout ça, c'est de la connerie, d'accord? C'est la suppression de la condition d'activité. Sinon, on est dans l'accompagnement des réformes. C'est pour ça que les protestataires échouent. Parce qu'ils protestent. L'enjeu n'est pas de... Moi, je regarde toutes les affiches aujourd'hui, c'est non à 64 ans. Bon, d'accord, oui, bien sûr, non à 64 ans. Mais on ne mobilise pas sur le long terme sur un non à 64 ans. C'est oui au salaire, à la qualification personnelle pour tous. Voilà, une belle revendication qu'on ne voit pas effectivement beaucoup dans les manifestations. Et pour bien comprendre, je trouve ça intéressant justement, aujourd'hui on voit bien quand on est 10 salariés et qu'on a un salaire qui est lié à l'emploi, c'est l'entreprise qui verse le salaire. Et du coup, si on met en place on généralise plutôt cette idée du salaire à la personne, on l'étend à tout le monde, comment concrètement est-ce qu'on qui verse le salaire? Ah mais ça n'est pas l'entreprise, et ça c'est très important. D'une part, tant que c'est le salaire, c'est l'entreprise qui paye ses salariés, elle a toute prise sur eux. Et les salariés ferment leur gueule. Il faut absolument que ce soit pas l'entreprise qui paye. Deuxièmement, c'est mettre sur le dos des entreprises une responsabilité qu'elles ne peuvent pas assumer en réalité. Et qui fait qu'elles vont baisser les salaires, supprimer des emplois, etc., etc. L'entreprise, sa responsabilité, c'est de produire en améliorant les capacités de production des travailleurs et non pas en les usant comme elle le fait aujourd'hui, et en améliorant notre rapport au reste du vivant et non pas en étant des prédateurs comme elles le font aujourd'hui. Et ça, c'est une responsabilité énorme qui suppose un changement de comptabilité. Tout ça, on l'expose dans un autre ouvrage de Réseau Salariat qui s'appelle « Dépasser l'entreprise capitaliste » qui est paru au Croquant, tout comme le séminaire qui s'appelle « Retraite, généraliser le droit au salaire » que j'ai fait avec Nicolas Castel et qui est aussi un bouquin au Croquant. Vous avez deux ouvrages là qui reprennent les séminaires de Réseau Salariat
qui sont parus récemment au Croquant, l'an dernier et cette année, enfin en 21 et 22, pardon, et qui sont extrêmement utiles. Sur l'entreprise, il faut absolument changer la comptabilité, il faut changer la signification du bilan. Le bilan, c'est pas les immobilisations face à l'endettement. Le bilan, c'est qu'est-ce que nous avons, en quoi nous avons fait progresser les capacités de nos salariés, enfin qui ne sont plus nos salariés justement puisqu'on ne les paye plus, donc c'est très important, il n'y a plus de possessif de ce point de vue-là, et puis en quoi nous avons amélioré notre relation au reste du vivant et à la nature. Ça doit être un bilan, c'est tout à fait autre chose. Si nous voulons sortir de l'impasse écologique où nous sommes, il faut absolument que le bilan d'une entreprise, ça serve à évaluer comment elle améliore la contribution des personnes et la contribution du reste du vivant et de la nature. Cette mutation-là, c'est suffisant comme fonction pour l'entreprise. L'entreprise n'a pas à assurer les droits des travailleurs. Les droits des travailleurs doivent être assurés sur un plan interprofessionnel par des caisses de salaire, tout comme la sécurité sociale assure le droit à la santé, etc., etc. Comment est-ce que le salaire à vie, ça pourrait nous aider à mettre fin à la crise écologique qu'on rencontre aujourd'hui? Si je vous pose la question plus explicitement. Mais moi je n'irai pas faire la morale écologique à des travailleurs qui défendent leur emploi, qui est un emploi éventuellement extrêmement nocif pour l'écologie, tant que leurs droits sont liés à leur emploi. Tant que leur salaire est lié à leur emploi, moi je n'irai pas faire la morale. Pour que les travailleurs puissent s'impliquer dans des mutations de leur activité, de leur entreprise, absolument nécessaires pour la rupture écologique, il faut que leurs droits ne dépendent que de leur personne. Ce qui permet de reprendre le pouvoir dans l'entreprise absolument. Et tant que mes droits dépendent de mon contrat de travail, je fermerai ma gueule, c'est clair. Alors pour finir, j'ai une question, j'imagine, qui doit revenir assez souvent. Quelle est la différence entre, même s'il y a plusieurs sens aussi, mais ce qu'on appelle un revenu de base et le salaire à vie? Et pour préciser ma question, j'ai un peu l'impression, peut-être que je me trompe, que le revenu de base, en tout cas dans sa version anticapitaliste, lui prétend vouloir nous libérer du travail, alors que quand vous dites pas la même chose, vous dites que le salaire à vie, lui, au contraire, nous promet plutôt la liberté au travail, et pas d'en finir avec le travail. C'est-à-dire que le travail n'a pas en soi de valeur anthropologique, sinon vive l'esclavage. Mais le travail sur lequel nous sommes souverains, il a une énorme valeur anthropologique, évidemment. La souveraineté au travail, la décision au travail, c'est ce qui nous fait entrer en rapports sociaux avec autrui, c'est ce qui fait que nous construisons un monde humain sur la planète, et justement il y a un énorme apprentissage à faire pour sortir du surplomb avec lequel on a pris le reste du vivant et la nature dans le capitalisme et qui nous mène à l'impasse écologique totale. Se libérer du travail, c'est accepter que le travail ce soit de la merde. Enfin, c'est incroyable. Moi, il ne s'agit pas de se libérer du travail, il s'agit de libérer le travail de la folie capitaliste et de devenir souverain sur le travail. Et cette souveraineté sur le travail, elle n'est pas productiviste, comme je l'entends parfois, en disant il faut abolir le travail. Mais enfin, tout ça n'a pas de sens. Le capitalisme, c'est le remplacement du travail vivant par le travail mort. Ça a été extrêmement bien analysé par Marx. C'est-à-dire que les travailleurs vivants disparaissent au bénéfice des outils, le travail mort, c'est-à-dire celui qui est coagulé en quelque sorte, celui qui a été nécessaire pour faire les outils, les matières premières, l'énergie, enfin, etc., etc. Et on est en train de nous préparer pour une agriculture sans paysans, où il n'y aura que du travail mort et puis pas de travail vivant. Bonjour les dégâts écologiques, ça va être épouvantable. Bon, donc, si au contraire nous sortons de cette logique folle pour affirmer le travail vivant au cœur de la production, nous allons sortir de la logique prédatrice du capitalisme. Donc pour vous, la proposition d'un revenu de base, quand elle est proposée comme un outil anticapitaliste, pour vous, c'est naïf, on passe à côté du... Disons que ce qui est intéressant, c'est son côté inconditionnel. Moi, je suis pour le caractère inconditionnel du salaire de 18 ans à la mort. Mais ce qui est très ennuyeux, c'est que c'est un minimum. Et que ce minimum appelle un deuxième chèque. Et alors là, c'est bonjour les dégâts.
Parce que contrairement à l'idée que si j'ai un minimum, je vais pouvoir négocier de meilleurs emplois, c'est de la blague absolue. Si j'ai un minimum, si j'ai 800 balles, l'employeur va dire bah, écoutez, moi je te file 600 balles, et puis tu auras 1400 balles, et puis c'est bien, je ne vais pas te filer 1400 balles, 600 ça suffira, tu auras tes 1400 balles. Mais c'est évident ça. C'est pour cela que la classe ouvrière a toujours refusé, jusque dans les années 90 où il y a un effondrement idéologique de nos organisations, elle a toujours refusé le cumul de l'aide sociale et du salaire. Parce que si on fait le cumul, qui a été possible quand on a pu commencer à cumuler le RMI avec un demi-salaire, puis le RSA, enfin, etc., on a fait s'effondrer les salaires, toujours. Et l'objectif de la classe dirigeante, alors elle, quand elle préconise un salaire, un revenu de base, c'est de rendre possible l'aléa du salaire à l'acte, du paiement à l'acte qui est au cœur du capitalisme et que la bourgeoisie capitaliste veut restaurer contre le salaire tel qu'il a été conquis au XXe siècle. Et elle restaure le paiement à l'acte, par exemple, en embauchant les jeunes sur des missions. Des CDD de mission, c'est du paiement à l'acte. Un jeune n'est jamais embauché au salaire de la convention collective. Il va être embauché sur des paiements à l'acte. Donc, or, le paiement à l'acte, et surtout en encourageant le travail indépendant, etc. Bon, les travailleurs du clic, enfin, etc., tout le travail de plateforme qui est totalement encouragé aujourd'hui et qui est un travail qui échappe complètement au salaire à la qualification, justement, qui est un travail avec un mode de rémunération extrêmement régressif. On est avant 1910 chez Uber, puisque c'est en 1910, avec le Code du travail, que l'on commence à changer la donne et à instituer un salaire à la qualification. Et donc le revenu de base, pour la fraction de la classe dirigeante la plus centrale, la plus décisive, c'est absolument nécessaire comme filet de sécurité inconditionnel qui va rendre possible la suppression du salaire à la qualification, la suppression du salaire à la qualification personnelle, pour le remplacer par un revenu contributif, par quelque chose qui soit du paiement à l'acte généralisé. D'accord, très bien. Merci beaucoup Bernard Friot, on arrive au terme de cet entretien. Du coup, je rappelle le titre de votre dernier petit ouvrage qui s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites » aux éditions La Dispute et qui sort justement... On peut même le montrer. On peut même le montrer, oui, tout à fait. C'est un très bel objet, un petit objet, avec une facture faite par Claire Laspalas, que je tiens à remercier parce que c'est un très bel objet. Et en plus très accessible. Voilà. Alors, je l'ai écrit de façon, effectivement, avec des dialogues fictifs pour que ce soit plus simple pour faire passer plus simplement des idées compliquées. C'est un ouvrage qui fait passer des idées compliquées sur un mode simple.